C'est bon, c'est parti. Bienvenue Benjamin dans ce deuxième épisode de Sauce secrète. Je suis très content de t'accueillir parce que en préparant cette interview, tu vois, je me disais que dans l'écosystème tech slash startup slash marketing français, tu étais l'une des personnes que j'apprécie le plus lire. Et tu vois, ta newsletter Plumes Attitude, on en parlera après. Et Black Swan Collection, c'est celle que j'attends avec le plus d'impatience, tu vois. Donc, je suis très content du coup de t'accueillir là-dessus. Quelques petits mots sur toi. Donc, comme j'ai dit, tu as une newsletter gratuite qui s'appelle Plumes with Attitude. Donc, on voit le nom juste en dessous. Tu as lancé sa sœur payante, donc Black Swan Collection. Et en parallèle, tu fais un peu de freelance en copywriting. Un dernier mot, tu as également fait, je ne sais pas combien de temps tu as travaillé chez Comet, mais Je tu as fais un été petit peu là-bas plus de 2 ans. Un peu ouais, plus de 2 ans, ouais. 2 ans chez Comet. Ouais. J'ai envie de commencer cette interview par une théorie, je pense que tu aimes bien, qui est celle de Paul Graham, du collectionneur de tickets de bus. Bien sûr. Je la fais rapidement, mais il explique que quand tu t'intéresses au travail des personnes qui font des choses exceptionnelles, notamment dans l'écriture, tu vois, il y a l'exemple de Tolkien qui est assez intéressant par rapport à ça. Tu te rends compte qu'à la base de ce travail exceptionnel, il y a un intérêt presque déraisonné pour une discipline, pour un petit truc, un petit sujet que tu creuses à fond, pour lequel tu deviens obsédé, tu as une obsession pour ce domaine, et quelques années plus tard, en fait, ça grandit en un travail qui devient incroyable. Et le cas de Tolkien, c'est ça, parce que lui, il écrivait des alphabets elfes, il a inventé l'alphabet, il était passionné par les langues, et 20 ans plus tard, ça a donné Seigneur des Anneaux. Toi, j'aimerais bien savoir d'où est-ce que te vient ton obsession pour l'écriture? Mmh, alors, je dirais que ça remonte à assez jeune. Je pense qu'avant qu'il y ait une obsession pour l'écriture, il y avait surtout une obsession pour la lecture. Donc, toi comme moi, voilà, moi j'ai 29 ans et du coup, on est un petit peu cette génération qui avons grandi avec Harry Potter. On avait notamment le même âge que le personnage des romans. Donc, c'était assez marrant comme façon de développer son enfance. Et du coup, je pense que ouais, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de BD, beaucoup de romans, beaucoup de magazines jeunesse. Donc je pense que avant qu'il y ait même cet intérêt, avant la passion, avant qu'il y ait cet intérêt pour l'écriture, je pense que c'est dans la lecture que je me suis trouvé. Et après, je pense que l'écriture est venue plus tard. Je pense qu'un des premiers exemples, c'est assez marrant parce que moi, j'ai l'habitude d'interviewer des gens aussi et des plumes avec ma newsletter. Et j'ai remarqué qu'on était plusieurs à avoir démarré sur des forums en faisant des jeux de rôle, en fait. Donc moi, c'était dans la fantasy. C'était l'univers d'un jeu vidéo qui s'appelle Golden Sun. Golden Sun. Et du coup, c'est vrai que c'est une habitude que j'ai fait sur plusieurs années où, à tour de rôle sur un forum, tu écris une histoire, tu développes un personnage. Et je pense que ça a commencé un petit peu de là. Après, j'avais toujours. Enfin, je pense que c'est par là un petit peu que j'ai développé ma plume. Après, je pense qu'il y a eu quelques petits. Voilà, dès qu'il y avait un petit journal de l'école, un truc comme ça, à tous les coups, j'y étais. Quand j'étais en école de commerce, j'étais à la tête du guide de la ville. Donc, c'était la ville de Rouen. Et donc, tu développes sur une année un guide de 250 pages qui Ouais. référence toutes les adresses d'une ville. Donc, du coup, là, à chaque fois, l'écriture était là. Et du coup, ouais, je pense que c'est quelque chose qui m'a suivi pas mal. Euh, je pense qu'il y a aussi pas mal de liens avec la musique. En fait, je pense que avant que ce soit même une sorte de passion pour l'écriture, c'est un petit peu un amour des mots. On aime bien quand les choses sont bien claires, bien expliquées. Et aussi, il y a la dimension esthétique, la dimension du style qui est quand même assez importante. Par exemple, moi, je sais que quand j'étais jeune, j'adorais lire Oscar Wilde ou alors Gatsby. Typiquement, Gatsby de Fitzgerald, c'est très, très bien écrit. Et moi, c'est des œuvres comme ça où, quand tu commences à être sensible à ça assez jeune, tu
je pense que tu as un petit peu cette tendance à te projeter aussi à la place de celui qui l'écrit. Et au final, c'est un peu ce dont tu rêves. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, je voulais être journaliste. Alors au final, c'était jusqu'à ce que je croise le chemin d'un vrai journaliste qui m'a dit ne fais pas ça, l'industrie est en crise. Et cela dit, je pense que c'est quelque chose, c'est un métier duquel je me suis beaucoup rapproché, notamment quand je bossais chez Comet déjà, et parce qu'il y avait toute une partie développement du contenu éditorial, et maintenant en tant qu'indépendant avec Plumes et Latitude. Ouais, c'est marrant parce que, alors, tu mentionnes plein de trucs, mais l'un des sujets que j'avais noté également et que je voulais aborder avec toi, c'était cette espèce de renouveau du journalisme sous des formes très différentes et que permet Internet, que permet les outils comme Substack par exemple et tous les outils qui te donnent d'une part accès direct à tes lecteurs, donc tu vas faire un blog, un Medium, un Substack, et qui te permettent également maintenant très facilement d'être payé pour ça. Et je sais qu'on s'est fait un petit call pour en parler hier, mais c'était un des sujets dont on parlait, c'était de voir que le journalisme traditionnel, quelque part, il est mort, vu que tous les médias sont en train de disparaître ou sont en difficulté. Mais par contre, on voit une résurgence de personnes qui écrivent et qui ont une passion pour les mots, mais qui le font avec des outils beaucoup plus numériques et qui le font sur Internet, quoi. Comment est-ce que tu l'expliques? Comment tu le vois, ça? Alors, je vais commencer quand même par une petite nuance. Je pense que le journalisme est pas mort. Je pense que le mauvais journalisme est mal barré, effectivement. Il y a eu beaucoup de licenciements. Et quand je dis mauvais journaliste, mauvais journalisme, c'est à la fois donc je pense qu'aujourd'hui l'écrit il est vraiment partout. Mine de rien, tout le monde parle de la vidéo, mais l'écrit, ça reste le vecteur de communication majeur, encore plus que l'audio. Et du coup, je pense que, en fait, je pense que c'est plus qu'un nouveau journalisme, c'est une nouvelle écriture. Donc le regain d'intérêt, il est plutôt au niveau de là que du journalisme. Après, je pense qu'effectivement, il y a, aujourd'hui, c'est un peu comme pour Twitter et Instagram. Tu as l'impression que tout le monde peut être photographe, tout le monde peut être journaliste, parce que tout le monde peut prendre des photos, tout le monde peut l'écrire, tout le monde peut les publier, tout le monde peut accéder à une audience. Mais, mais je pense que comment dire, ça reflète pas tout à fait l'intégralité du mouvement. Ce dont tu parles, et c'est vrai qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est la passion economy. Donc ça, effectivement, et je trouve qu'il y a d'ailleurs une énorme tendance qui touche les journalistes eux-mêmes, il y a pas mal de journalistes qui se sont fait licencier parce que leur média a supprimé leur poste et qui, eux, se sont lancés sur des plateformes type Substack et effectivement ont créé leur média à eux. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de... l'explication qu'on peut avoir, c'est que il y a une sorte de chute de certaines institutions, dont la presse, même l'école aussi, d'une certaine façon, qui font que les individus sont de plus en plus amenés à se débrouiller par leurs propres moyens. Et par exemple, toi, tu es bien placé pour le savoir, vu que tu étais chez Live Mentor. Aujourd'hui, j'imagine qu'avec Live Mentor, il y a des gens dont tu dois un petit peu refaire toute l'éducation professionnelle parce qu'ils sont plus adaptés aux nouvelles règles du marché, au rythme aussi que la technologie a mis en place. Et du coup, effectivement, ce mouvement de la passion economy il est assez intéressant dans le sens où ça devient entre guillemets plus facile, techniquement parlant, de lancer son propre média. Ouais. Après, effectivement, tu as toute la question de la monétisation qui est quand même loin d'être facile. J'en suis là, moi, avec Black Swans Collection que j'ai lancé il y a un mois. Et effectivement, c'est pas non plus une croissance exponentielle. Mais voilà, je pense que la passion economy, elle est vraiment... je trouve qu'elle a de multiples facettes. Je trouve que c'est un mot, vraiment, c'est devenu un mot valise
dans lequel on peut mettre énormément de choses. Donc, pour moi, Comment tu la définirais, toi? mais justement, pour moi, déjà, je pense qu'il faut considérer les deux mots, passion et économie. Donc, on va commencer par le moins drôle, l'économie. En gros, l'économie de la passion, c'est, à mes yeux, c'est tout ce qui se met en place des gens va être plus facilement exploitable, mesurable et monétisable. Typiquement, voilà, l'émergence de plateformes comme Substack, comme Twitch, comme il y avait Patreon avant, comme Podia pour créer des cours. Donc ça, c'est effectivement, tu as toute une logique de système et d'infrastructure qui est là, qui fait que, par exemple, moi, quand j'ai voulu lancer ma newsletter, j'ai rien eu à faire techniquement. Tout était déjà prêt, j'ai pu le faire hyper facilement. Et après, du coup, l'autre volet économique, c'est que c'est qu'effectivement, les fameux passionnés dont on parle, ils sont capables de faire du revenu par eux-mêmes. Donc effectivement, moi, par exemple, sur Substack, en un clic et juste en connectant un compte Stripe et un compte Substack, je peux faire en sorte de créer une inscription pour recevoir une newsletter payante. Donc c'est simple, c'est efficace, j'ai juste à me concentrer sur l'écriture. Et alors du coup, l'autre volet, et c'est celui-là qui est le plus difficile à définir, c'est celui de la passion. Et la passion, pour moi, c'est hyper difficile à définir dans le sens où ça fait des années que tout le monde parle de la passion. Il y a effectivement ce mantra de suivre sa passion qui est un mantra hyper biaisé. C'est Scott Galloway qui l'explique super bien, dans le sens où les gens qui incitent les gens à faire ça, ils ont déjà réussi. Donc suivre sa passion, pour eux, c'est assez simple. Moi, je pense qu'il faut prendre vraiment ce truc avec des pincettes. Et c'est pour ça que moi, au final, je me demande si je vais continuer à parler de passion économie. Parce qu'il y a un terme que j'avais bien aimé, que j'avais entendu il y a 2 ans, genre sur Twitter, qui était plutôt la hobby économie. Et ça, je pense que c'est un peu plus fidèle par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est que c'est toute l'économie qui se passe à côté de la sphère professionnelle. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, Plumes Latitude, j'étais encore employé quand je l'ai lancé. C'était vraiment un projet pour me faire plaisir, quoi. J'avais des frustrations d'un côté, des envies de l'autre. Substack m'a permis de conjuguer les deux et de créer quelque chose. Et alors, du coup, la dernière chose que je voulais dire, c'est que pour moi, la passion economy, l'aspect passion, en fait, il est double. C'est-à-dire que dans un sens, il y a la passion du créateur, dont on parle beaucoup et qui est très sujette à discussion, mais il y a surtout la passion de l'audience. Moi, je pense que la passion economy, c'est vraiment quand un créateur réussit à transmettre sa passion à une audience qui elle-même potentiellement, un membre de l'audience il va y avoir une émulation et à son tour, la personne va devenir créative. Et c'est pour ça que dans Black Swan Collection, il y a un moment, je parlais de la passion vraiment comme monnaie d'échange, dans le sens où avant et encore aujourd'hui, il y a l'attention sur les réseaux sociaux, qui est la principale monnaie d'échange. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on va essayer de la capturer et de retenir l'attention de l'utilisateur jusqu'à ce que, sans fin, en fait. Et le tout pour se rémunérer avec des publicités. Mais il y a de nouveaux business models qui vont évoluer avec la passion economy, comme par exemple Substack, où il suffit juste de s'inscrire pour, pour suivre la passion de son créateur. Et c'est quelque chose sur lequel on peut se rémunérer sans publicité. Donc ça, je trouve ça assez intéressant parce que c'est un nouveau type de média qui est en train d'évoluer. Ouais. Est-ce que tu as lu le bouquin So Good I Can't Ignore You de Cal Newport? Non, je lis très peu de livres business et sur l'entrepreneuriat. Ouais, mais on me l'a déjà recommandé plusieurs fois. Ouais, parce que justement, il parle de cette question de la passion et il explique aussi à quel point c'est
c'est compliqué, ça peut être pervers de suivre ce conseil de suivre ta passion. En gros, lui, sa théorie rapidement, il explique que, en fait, le bouquin, il part de l'histoire de Steve Jobs. C'est quand il fait son Mhm. discours, je crois que c'est à Stanford, où il explique suivez votre passion, etc. Et en fait, l'auteur explique que, en fait, Steve Jobs, sa passion, c'était pas l'informatique, c'était pas le fait de faire des ordis. En fait, le fait de demander quelle est ma passion, d'une part, on a plus ou moins tous les mêmes passions. C'est le sport, c'est l'écriture. Il y a quelques grands domaines. Et ce qui fait que si on est beaucoup, bah du coup, il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Et donc, c'est très, très, très difficile Mhm. de vivre de ça. Tu le vois dans le sport. Tu as des millions de gens qui font du sport toute leur vie et tu en as une poignée qui en vivent. Donc, tu as d'un côté ça. Et de l'autre, il explique que les gens qui parviennent, qui te disent effectivement rétrospectivement, suis ta passion, c'est des gens qui d'une part, ont du succès, comme le dit Mhm. Scott Galloway. Et en fait, la passion, elle vient a posteriori. Elle vient parce que tu es bon dans ton domaine. Donc lui, il incite plutôt à suivre un intérêt, qu'on pourrait qualifier de hobby, à essayer de devenir bon et à pratiquer, même si tu n'es pas passionné dans le vrai sens du terme par ça. Parce que si tu deviens bon, c'est comme ça que tu vas tomber un peu amoureux de ça et que tu pourras ensuite vraiment kiffer ce que tu fais. Et du coup, je trouve que c'est une lumière intéressante sur cette question-là de la passion. Et c'est vrai que Ouais. ce conseil de suite à passion, euh, on le voit énormément, on le voit partout. Et il est dangereux parce qu'il peut mener des personnes à suivre des voies euh, qui sont bouchées, qui sont très compliquées, et en oubliant le côté économie, en oubliant le côté business, et en oubliant le fait que oui, ta passion c'est bien, mais il faut aussi arriver à en vivre tous les mois, sinon ça marche pas, quoi. Il y a un truc qui marche pas, quoi. Et moi, je trouve qu'il y a un autre effet pervers, c'est que j'ai l'impression que ça arrange un peu les gens en deux catégories, ceux qui ont une passion et ceux qui n'en ont pas. Ouais, Et du coup, je trouve ça horrible parce que, bah, du coup, quand on n'a pas de passion, qu'est-ce qu'on fait? On a l'impression d'être un peu laissé à l'abandon. Et c'est d'ailleurs Alexandre Dana, quand je l'avais reçu sur Plumes de l'Attitude, qui a dû d'ailleurs lire Cal Newport, parce qu'il disait qu'effectivement, le fait d'avoir juste un simple intérêt, une curiosité, bah, c'est largement suffisant pour démarrer. Donc effectivement, je pense qu'il y a ce côté, se lancer un peu à corps perdu dans sa passion, où effectivement il va pas forcément en ressortir du bon, voire même on peut carrément être dégoûté de sa passion. Mais l'autre aussi, c'est que ben c'est pas parce qu'il n'y a pas un sujet en particulier qui nous passionne, bah, qu'il faut pas tenter des trucs. ouais, ouais, c'est clair. Et je voulais aussi aborder une question avec toi. On en parle souvent tous les deux. Donc, tu as lancé, donc en fait, tu as fait Plumes Attitude en Mhm. version gratuite. Tu l'as lancé quand? Tu l'as lancé en octobre, novembre, C'était septembre. septembre, Mhm. version gratuite. Et du coup, depuis un mois, tu as lancé Black Swan Collection, qui est une version payante, du coup. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est, tu vois, ce modèle de l'accès à du contenu payant, ce que tu fais, il m'intéresse beaucoup et je trouve qu'il est passionnant parce qu'il permet d'aligner les intérêts entre le lecteur et l'auteur. Toi, tu as intérêt à ce que le mec kiffe ce que tu fais, et s'il kiffe, bah, il va rester, et donc Mhm. les intérêts sont alignés. Mais là où je trouve ça difficile, c'est que la personne paye pour ton contenu. Donc, elle s'attend à un truc vraiment très bien. Donc, tu passes beaucoup de temps dessus. Mais du coup, tes meilleures idées, elles sont privées ou elles sont accessibles uniquement à quelques dizaines de personnes. Mais tu dois quand même faire l'effort de recréer du très bon contenu ou de remettre en place un système marketing pour attirer des gens vers ton contenu payant, en gratuit. Et donc, Mhm. je suis curieux de savoir comment est-ce que tu vois les axes de développement pour attirer des gens sur Black Swan Collection. Alors, déjà un petit peu de contexte sur Black Swan Collection. Euh, donc, dans ma newsletter Plumes V Attitude, euh, il y a un gros travail qui est fait au niveau de la sélection des invités et de l'interview. Au Ouais. final, moi, quand on y réfléchit, j'écris assez peu, paradoxalement. Pourtant, c'est une newsletter assez longue à lire, mais au final, c'est un peu l'invité qui bosse. Alors bien sûr, moi, je prépare l'interview et tout, je fais ma petite sélection. Il y a aussi tout cet aspect d'aller chercher des jobs et des missions freelance qui a été un petit peu
le cœur d'activité de Plums Latitude au début. Ouais. Et du coup, moi, je voulais faire un truc un peu plus personnel avec Black Swans Collection, où pour le coup, c'était vraiment moi qui prenais la parole et qui partageais mes idées. Et alors, effectivement, je trouvais que Plums Latitude était très bien comme elle était. Donc, pour l'instant, j'ai pas pour ambition de la faire évoluer dans une direction ou une autre. Je trouve que, enfin voilà, les retours sont bien, la croissance est bonne. Donc, j'avais envie de me lancer dans un truc qui était vraiment nouveau. Et après, je m'étais dit, en fait, ben, oui, en fait, pourquoi pas essayer de lancer quelque chose de payant? Enfin, je veux dire, si on, moi, je pense que il y a pas mal de leviers en fait qui font que qu'on va payer pour du contenu. Alors aujourd'hui, c'est pas hyper intuitif, c'est pas hyper développé en France, mais aux États-Unis, par exemple, c'est la folie quoi. Les Mm. gens, mais c'est une culture aussi qui a un rapport à l'argent qui est différent, qui ont l'habitude de typer des serveurs, même de typer sur Internet. Enfin, je pense que la différence de type sur Twitch, par exemple, entre des Américains ou en tout cas des Anglo-Saxons et des Français, je pense que c'est totalement différent, par exemple. Donc, moi, ce qui m'excite un petit peu, c'est le fait de se dire que la culture n'est pas forcément là, et, mais ça va venir. Mais Mm. moi, je suis totalement positif que ça va venir, et on commence à voir les premiers signes. Moi, mine de rien, aujourd'hui, ben, voilà, j'ai un objectif de 100 abonnés à horizon été, à l'horizon de fin de l'été. Et là, Ouais. je suis à un peu plus du tiers. Il y a d'autres newsletters, d'autres communautés privées, comme celle d'Anne-Laure Lequinf, qui était ma première invitée sur Plumes Latitude, qui marche très très bien. Et du coup, moi, j'y crois. Moi, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, quand tu consommes du contenu gratuit, tu, tu peux trouver des trucs vraiment très bien. Et moi, la Mm. plupart du contenu que je consomme, il est gratuit. Mais si toi, tu mets pas les efforts dedans, ne serait-ce que dans la recherche, dans le suivi de nouvelles personnes, ou même si tu n'archives pas ce contenu, euh, bah en fait, tu es un petit peu livré au hasard. Et moi, je pense que il y a des gens, et j'essaye d'en faire partie en tout cas, qui font un travail de curation. Donc, qui pour eux, c'est vraiment un plaisir d'aller chercher du contenu, lire toute la journée, réfléchir à un angle sur toutes ces coutures. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu passion pour le coup. Et je pense qu'en fait, le travail que les curateurs de contenu font, c'est un travail qui, pour moi, moi perso, j'ai aucun mal à me dire quand quelque chose j'aime bien, Mm. quand il y a quelque chose que j'aime bien, je le paye. Par exemple, quand on va dans une librairie et qu'on voit un titre de presse qui a l'air vraiment bien avec un dossier qui nous intéresse, bah, on paye. Donc sur Internet, je vois pas pourquoi ce serait différent. Ouais. Et du coup, je pense qu'en fait, aujourd'hui, avec le contenu gratuit, tu peux arriver à être, entre guillemets, au même niveau que les autres. Mais quand tu vas chercher dans le payant, c'est là où tu vas chercher un petit peu à te distinguer et à t'élever. Et du coup, moi, c'est un petit peu mon ambition avec Blackstone Collection, c'est que ce que je me dis, c'est que, en fait, c'est vraiment une logique d'investissement. C'est-à-dire que, voilà, j'ai mis un prix un peu au doigt mouillé. Hein. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est 7 euros par mois ou 70 euros l'année. Bah, tu vas recevoir à peu près entre 30 et 40 minutes de lecture supplémentaires tous les mois. Et ça, c'est quelque chose que les autres n'auront pas. Donc, je pense qu'il y a un petit côté exclusivité, un petit côté club. J'en avais déjà parlé d'ailleurs dans une édition avec le grand retour des social clubs qui marchent beaucoup, comme The Wing, comme, je sais plus comment ça s'appelle, South Park Project, ou un truc comme ça. Ou Ouais, il y en a plein, ouais. South Park Commons. Euh, Moi, je pense que il y a une vraie valeur en fait dans ce genre de travail. Et je pense qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore reconnue parce qu'on n'est qu'au début. Hein. Enfin, quand on y réfléchit, on parle de passion économique depuis octobre. Ouais. L'article de Lee il est arrivé en octobre. Moi, j'avais déjà commencé ma newsletter et voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça y est, on commence à s'y intéresser. Donc, je pense qu'il y a un autre concept qui est assez intéressant qui vient encore d'Andresen Horowitz où Lee Jean travaillait, qui est le Product Zeitgeist Fit.
qui vient du coup du mot allemand Zeitgeist, qui veut dire un peu l'air du temps, ce qui se fait. Et c'est ce qui fait en fait que des boîtes comme Reddit, Airbnb ou Blablacar vont Ouais. réussir à miser sur un marché qui n'existe pas encore, Mm. mais qui culturellement peut décoller. Moi, c'est un peu mon pari là. C'est-à-dire qu'effectivement, le pourcentage des gens en France qui payent pour du contenu sur Internet, il est vraiment faible. Ouais. Mais moi, je suis très confiant sur le fait que ça va arriver. Et du coup, bah, aujourd'hui, bah, voilà, pour essayer d'aller chercher ces gens, je pense que bah, forcément, il y a une partie, même une bonne partie qui vient de l'audience de Plumes Vive Attitude, donc qui ont une logique de je reçois 2 éditions par mois et je les adore. Ouais. Donc si je peux en avoir 2 de plus, à feu, j'y vais. Et après, je pense que il y a aussi des gens qui veulent soutenir. Ça, je pense que c'est assez important. C'est-à-dire que ben, je pense qu'aujourd'hui, on est dans des logiques où, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a certaines institutions qui nous ont un petit peu fait défaut et qu'aujourd'hui, il y a quand même, voilà, on cherche de nouvelles sources de revenus. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas que le travail qui doit nous permettre de réussir à vivre. Et voir quelqu'un aller Ouais. au-delà de son travail et de son activité pour développer un projet passion ou alors pour aider les gens, bah, c'est quelque chose qui, pour moi, a un certain capital sympathie et peut motiver les gens à se dire bon, bah, effectivement, j'ai envie de le soutenir et en plus, j'y gagne parce que je gagne 40 minutes de lecture avec des sujets sur lesquels je lui fais confiance et avec une belle curation. Et donc 30 minutes qui vont être plaisantes et qui vont m'apprendre des choses et qui vont aussi m'en apprendre plus sur moi-même. Ouais. Ouais, Donc voilà. je trouve évidemment que on va dans cette direction-là. Et, et là où c'est très fort, c'est que ça permet à des gens de se positionner sur des niches très précises et de parler de sujets qui ne pourraient pas être traités par des médias mainstream ou qui ne pourraient pas être traités autrement que par des individus qui, grâce à une centaine de personnes, tu vois, c'est la théorie des 1000 vrais fans de Kevin Kelly, Mhm. peuvent en vivre. Et donc là-dessus, je trouve que c'est hyper intéressant. Mais du coup, j'aimerais bien que tu nous amènes un peu dans ton process, dans ton cheminement de pensée quand tu as créé Plume aux Attitudes. C'était quoi ton ambition? C'était quoi ton envie? Et pourquoi ce projet et finalement pas un autre? Pourquoi pas t'être lancé en freelance, par exemple? Alors, Plumes of Attitude, en fait, c'est venu d'un constat assez simple. Donc, j'ai lancé en septembre 2019. À ce moment, j'étais chez Comet en Ouais. tant que concepteur-rédacteur. Et tout simplement, la chose que je préférais faire chez Comet, c'était la newsletter. Donc, elle était assez populaire. Il y avait plusieurs milliers d'abonnés et avec des très bons retours d'ailleurs. Et dans celle-ci, en fait, je faisais une curation sur tous les sujets qui ont trait à l'entrepreneuriat, le futur du travail, le freelancing, le télétravail. Et, et du coup, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours plu, mais il y a toujours un petit peu cette frustration de se dire, bon, bah, j'ai quand même des KPI, j'ai quand même, alors il y avait mon nom dedans, mais c'est quand même la newsletter de la boîte, c'est pas ma newsletter. Tu as un petit peu moins de liberté, tu peux pas t'engager sur tous les sujets que tu veux, avec toutes Mm. les idées que tu veux. Et au final, moi, ce que je dis toujours, c'est que quand tu es content manager dans une boîte, tu es un petit peu ghostwriter de quelqu'un. C'est-à-dire Ouais. que Ouais. tu n'écris pas vraiment pour toi, c'est la boîte qui parle en fait. Et, et je pense que j'avais envie tout simplement de plus me réapproprier bah voilà, du contenu parce que je me disais en plus c'est dommage. J'adore écrire, c'est vraiment une passion, j'adore lire. Et pour autant, c'est juste mon métier en fait. Mm. Enfin, je trouvais ça dommage que je fasse rien à côté. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est bon, ben, ok, j'ai envie de faire ça maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et, euh, et c'est là que Comet m'a pas mal inspiré. Alors du coup, pour ceux qui connaissent pas, Comet, c'est une plateforme de matchmaking entre développeurs, product managers et data scientist freelance, avec des entreprises, donc autour de missions. Et ce que je me disais, euh, c'est que sur le domaine de la création de contenu et notamment de l'écriture,
le marché aujourd'hui en France, il, il est vraiment pas très fluide. C'est-à-dire que je pense qu'il y a même pas 10% des offres de freelance qui sont publiées en ligne. Enfin, c'est très rare de voir une boîte qui dit on recherche des freelances pour écrire tel article, tel e-book, tel newsletter ou peu importe le contenu. Et que du coup, c'est un petit peu de l'entre-soi où au final, on a cette impression que le réseau compte plus que les compétences. Et surtout, il y a un autre truc, c'est que c'est un métier qui est très, très sous-payé. Donc, ce qui est généralement public, c'est des offres où, en gros, bah voilà, les tarifs sont scandaleux, quoi. C'est-à-dire que Ouais. voilà, un article de 800 mots pour lequel on va demander 50 euros, c'est un manque de respect total en l'humain, quoi. Et moi, du coup, je suis contre ça. Et l'intuition que j'avais, c'est, je, je pense que ces offres existent, mais il faut juste aller les chercher. Ouais. Et, et après, voilà, proposer gratuitement à des startups et des entreprises que j'aime bien, qui ont une bonne mission et qui rémunèrent bien, ben de mettre en avant leurs offres sur ma newsletter qui était initialement destinée à une population plutôt freelance. D'où le Plumes with Attitude. Hmm. Donc c'est le fait, voilà, c'est le fait d'être une plume, mais with attitude, c'est-à-dire, Respect. voilà, on va, voilà, qui se respecte, on développe un certain style, on n'est pas juste une commodité qui, voilà, on parle toujours de pisser du code, Ouais. mais qui pisse des mots, quoi. Enfin, on n'est pas ça, c'est bien plus que ça. Et du coup, voilà, ça a commencé un petit peu avec cette proposition de valeur. Et je me suis dit, il y a quelque chose que je ferais bien. Bah, c'est que, voilà, je lis beaucoup. Il y a quelque chose que je fais souvent sur Twitter, c'est, enfin voilà, dès que je trouve un contenu que j'aime, je mets toujours la source et notamment l'auteur. Et du coup, ça faisait, bah voilà, pas mal d'années quand même où il y avait des gens comme Anne-Laure Lequin, par exemple, que j'ai interviewé dans la toute première édition, que je suivais, que je citais un peu sur Twitter, mais au final, j'allais pas plus loin. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, cette newsletter, ça va être un prétexte pour aller plus loin avec ces gens et voir un petit peu leur rapport à l'écriture en tant que, d'ailleurs, que ce soit leur métier ou non. Et du coup, voilà, j'étais à peu près lancé. Donc, donc voilà, la première édition a été lancée en début septembre et depuis, il y en a eu un peu plus de 15. Ouais. Et voilà, du coup, je trouve que c'est vraiment un produit qui me ressemble dans le sens Hmm. où c'est c'est une newsletter dans laquelle on va retrouver beaucoup de. Je mets la barre assez haut au niveau des invités, déjà. Ouais. Je suis quelqu'un d'assez exigeant avec moi-même et avec ce que je lis. Donc, je tiens à ce que les personnes que j'interviewe soient vraiment soit des personnes que j'admire, soit des personnes que j'admire pas encore, mais que je sais que je vais admirer, ou alors des personnes que j'ai envie de découvrir. Et du coup, il y a aussi tout cet aspect diversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'écriture, on a l'impression que c'est quoi la conception-rédaction, le social media, le journalisme, et basta. Mais non, en fait, non, c'est bien plus que ça. Moi, j'ai interviewé des CEO, j'ai interviewé un ghostwriter, j'ai interviewé des développeurs qui écrivent aussi. Et en fait, il y a énormément de use cases, on peut dire, à l'écriture aujourd'hui. Et c'est un petit peu ce que je veux démontrer avec ma newsletter. C'est-à-dire que enfin, l'écriture, c'est un pari sûr, en fait. C'est-à-dire que Ouais. quand tu lis et que tu écris, tu peux pas te tromper. C'est pour le coup, en termes d'investissement dans ta vie, c'est des investissements dont le retour est forcément positif. Donc, autant y aller et vraiment évangéliser sur ça. Ouais, ouais, et je suis évidemment d'accord avec toi et j'aimerais rebondir sur un truc que tu as dit. Je trouve que l'écriture, c'est aussi un excellent moyen de se différencier et de se créer une personnalité unique. Tu vois, de ne pas être une commodité, de ne pas être comme tout l'autre, mais à travers ton écriture, bah, montrer ses sensibilités, ses intérêts, ses passions, son point de vue différent des choses. Et, et tu vois, encore une fois, je vais te jeter un peu de fleurs, mais je trouve que en France, tu es peut-être l'un de ceux qui arrivent à faire le mieux ce travail-là, à faire le mieux la synthèse de qui t'es et à le retranscrire dans tes écrits. Et Merci. j'aimerais bien savoir, euh,
à quel point cette démarche, elle est consciente chez toi. Et tu vois, moi, avec Source Writing, ce que je dis souvent, c'est que les articles, c'est un levier vers quelque chose. C'est un levier vers une opportunité, c'est un levier vers une situation que tu aimerais atteindre. Toi, c'est quoi cet effet de levier que tu aimerais générer avec tes écrits? Honnêtement, j'en ai aucune idée. De l'effet de levier. Alors, là où tu as raison, par contre, c'est que chez moi, c'est plutôt conscient. Enfin, je pense que j'ai jamais caché mes références. Enfin, je pense que je suis assez transparent à ce niveau dans Plumes Attitude. Euh, Par exemple, je pense que dans le style d'écriture, effectivement, enfin, il y a le prochain invité là de Plumes Attitude, c'est Thierry Keller, qui est directeur des rédactions d'Uzbek Erika. Ouais. Donc là, on vient l'interview est faite, l'édition est quasiment prête, elle part lundi. Et il donne un conseil qui est selon moi vraiment bien. Et j'avais jamais entendu ça et je trouve ça très imagé et très bien. C'est le fait d'écrire euh, non pas toujours au premier degré ou toujours au second degré, mais à 1,5 degré. Et ça, je trouve ça vraiment bien en fait de réussir à faire le pont entre le côté on est sérieux, on parle d'un truc qui a de l'importance et on le montre, et de l'autre, voilà, ce petit côté, je veux que tu passes un bon moment, donc je fais en sorte que la lecture soit cool. Ouais. Et ça, je pense que, enfin, moi, j'en suis conscient en tout cas, parce que je pense qu'en tant que lecteur, tu vois un petit peu ce que tu aimes lire, tu vois ce qui te fait plaisir, ce qui t'influence, là où effectivement, soit un texte, soit une figure de style, soit un mot va vraiment toucher un point sensible. Et effectivement, je pense que l'effet de levier que je recherche, c'est un petit peu ça en fait. C'est-à-dire que le plaisir que je retrouve moi dans la lecture en lisant des auteurs que j'aime bien et des articles qui sont vraiment passionnants, moi pour le coup c'est cet effet de levier que j'ai envie de créer chez les Hmm. lecteurs. Donc ils apprennent et en plus de ça qui passent du bon temps. Super intéressant. J'aimerais bien savoir comment est-ce que tu vois ta marge de progression et qu'est-ce que tu as encore envie d'apprendre à faire avec ton écriture? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu sais que tu aimerais arriver à faire ce truc-là et tu n'y es pas encore complètement, quoi? Il y a pas mal de choses, hein. Moi, je pense que la direction dans laquelle j'aimerais bien aller un jour, c'est plutôt la vraie littérature. Pour le coup, la fiction, c'est Ouais, quelque chose que alors j'avais déjà essayé par le passé avec des petits concours de nouvelles par-ci par-là, mais oui, effectivement, aller dans la fiction, même dans la poésie, voire, je dis n'importe quoi, hein, mais genre dans la musique. ouais. C'est d'ailleurs, j'aimerais beaucoup interviewer un parolier dans une de mes prochaines éditions. C'est des talents que je n'ai pas aujourd'hui, mais sur lesquels, effectivement, je pense que c'est une direction dans laquelle j'aimerais tendre un jour. Donc, je ne perds pas ça de vue. Après, je pense qu'il faut voir aussi ses priorités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour, mais je pense que chaque jour, tu te nourris en fait d'autres choses. Ouais. Et en fait, ce mélange de choses assez uniques, de références, d'influences, de musique, de lecture, fait que voilà, ton imagination se développe et que le jour où tu seras prêt, tu sauras par où commencer. Tu ne sauras pas forcément comment faire au début, mais tu sauras au moins par où commencer. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous emmener dans ton process un peu d'écriture? Entre le moment où tu te dis ok, maintenant j'écris une newsletter ou j'écris. Alors, t'écris pas trop d'articles, mais disons que tu veux écrire une newsletter, et le moment où tu la publies, grosso modo, c'est quoi un peu les étapes? Comment tu fonctionnes? Est-ce que tu lis beaucoup? Comment ça marche? Alors, ouais, je pense que c'est en deux temps. Je pense qu'il y a une phase qui est une phase un peu plus passive, on va dire. C'est-à-dire des choses que je fais au quotidien. C'est-à-dire que je lis au moins 1 heure par jour. Je pense souvent sur Internet d'ailleurs. Donc ça veut dire que chaque jour, je vais découvrir forcément des nouvelles choses, des nouvelles idées, des nouvelles personnes. Hmm. Donc ça, c'est un truc que je fais pour le plaisir.
mais on va pas se mentir, c'est du travail quand même. C'est quelque Évidemment. chose que je m'impose un peu. Alors, j'ai pas beaucoup à me l'imposer parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc ça, je pense que le fait d'être en permanence en veille, c'est une première partie du travail. C'est C'est hyper encore une fois, important. c'est la notion d'être prêt. C'est-à-dire que quand tu dois passer en phase active, c'est-à-dire le moment où effectivement, bon bah là, la newsletter, va falloir s'y mettre, hein. C'est-à-dire que tu as déjà du matériel. C'est-à-dire que, voilà, moi généralement ça commence en draft sur Substack, où je mets pour le coup des liens, vu que je relaye toujours l'actu de la communauté. Quand je vois quelqu'un qui a produit quelque chose, bah, comme toi par exemple, c'est arrivé plusieurs fois. Voilà, je me fais des petits copier-coller. Euh, pour les invités, je réfléchis toujours. J'ai toujours un coup ou deux en avance, quoi. On va dire, Ouais. j'ai déjà un petit peu des idées de qui je veux recevoir et de quel sujet je veux parler. Et après, du coup, la phase active, bah, là, au risque de te décevoir, c'est un peu brut, hein. En vrai, je m'installe le matin devant mon ordi, je finis le soir. C'est quelque chose que je fais d'une traite. Ok. Et voilà, quoi, honnêtement. Alors, je te dis pas que j'arrive à travailler non plus à écrire des heures et des heures d'affilée. Ça arrive. Mais, voilà, je pense que j'ai jamais été quelqu'un de très méthodique dans le sens où, par exemple, je sais qu'il y a pas mal de gens qui font des plans, pour qui c'est vraiment important ce passage au plan, ce passage au brouillon. Non, moi, généralement, c'est genre brut de décoffrage. Ça arrive d'un coup. Et, et ça m'arrive de rester un quart d'heure sur une phrase parce que je veux la faire très bien direct. Ce qui m'a d'ailleurs posé beaucoup de problèmes quand j'étais en startup, où on parle toujours du better done than perfect. Ouais. Moi, c'est l'inverse. Moi, c'est better perfect than just done. Hmm. Sinon, j'arrive pas à me mettre dans la phrase suivante, en fait. Et du coup, voilà. Sinon, après, qu'est-ce que je pourrais te dire par rapport à la préparation d'une interview? Ben, il y a une grosse phase de recherche en amont qui fait que, bah voilà, dès que j'ai le go pour une personne, je me mets à regarder tout ce qu'elle a publié, tout ce qu'on a mis sur lui, son compte Twitter. Enfin, je stalk, quoi. C'est vraiment ça. Et du coup, je regarde un petit peu ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, ce qui a été mal dit, Hmm. les sujets sur lesquels j'aimerais qu'il aille plus loin. Et après, bah voilà, généralement, ça commence soit sur mon téléphone, soit par carnet. Je commence un petit peu les petites questions. Et après, voilà, je mets de l'ordre. Et pour le coup, bah voilà, à 1 heure de l'interview, tout est vraiment nickel par contre. Là, pour le coup, là, il y a un plan. Là, il y a vraiment une trame. Hmm. On en dévie souvent, hein, mais pour le coup, là, il y Ouais. a une trame. Et après, c'est Et plutôt, ouais, effectivement, pour l'écriture, tu disais que j'écrivais pas trop d'articles, mais au final, dans Black Swans Collection, c'en est. ouais, ouais, c'est vrai. Là, on va dire, c'est plutôt, généralement, ça me vient sur le coup. Mais, C'est mais c'est un peu bon. t'es toujours sans plan et t'y vas, quoi. Franchement, ouais. Ce Ouais. serait mentir que de dire qu'il y a un plan. Non, 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 mais franchement, c'est. c'est pas ça. Mais. Et c'est pour ça que parfois, ça peut être un peu déstructuré. Mais je pense qu'en même temps, c'est quelque chose qui me ressemble. Donc Ouais, moi, je ouais. pense que quand on écrit, faut que ce soit naturel, en fait. C'est-à-dire que si on a l'habitude de planifier les choses, bah, on le fait. Et si on est un petit peu bordélique, bah, on y va comme des bourrins. Je pense aussi qu'il faut trouver ce qui te convient le mieux et ce qui correspond à tes caractéristiques propres. Mais moi, Mhm. effectivement, j'ai une approche plutôt inverse qui est j'aime bien, surtout aujourd'hui où je fais des articles, enfin, j'essaie de faire des trucs quand même assez longs et assez Mhm. fouillés, où il faut que j'ai un plan. Tu vois, j'ai mon grand 1, j'ai mon grand 2, j'ai mon intro, j'ai les arguments que j'utilise dans chaque partie, j'ai les chiffres, j'ai les théories, et ensuite je démarre, tu vois. Mais c'est marrant de voir que t'as pas une approche meilleure qu'une autre, je pense. Tu peux complètement faire un plan, pas faire de plan et partir et t'en sortir comme ça, quoi. C'est juste. Ouais, bien sûr. Bah, je pense que c'est quelque chose sur lequel, enfin, quand on écrit, il faut se mettre dans les bonnes conditions. Ouais. C'est-à-dire que moi, par exemple, alors ce genre d'approche, ça marche pas non plus à tous les coups, hein. Il y a parfois, effectivement, je me lance dans un sujet de façon assez brute et non, ça passe pas en fait. Enfin, c'est-à-dire que bah, vaut mieux que j'aille faire un tour, que j'écoute de la musique ou que je passe à autre chose. Mais effectivement,
j'ai plus de mal à planifier. Mais je trouve que c'est vraiment cool de voir des approches assez antagonistes parce que c'est ça aussi qui fait la beauté de l'écriture. Ouais, et dans les trucs que tu écris, surtout dans Black Swan Collection, où c'est ce que tu appelles ta pancine, on sent que c'est des concepts, c'est des théories qui mettent du temps à infuser. Tu vois, c'est des trucs que tu peux pas juste découvrir un jour et écrire dessus le lendemain, quoi. Mm. C'est des histoires que tu dois lire tous les jours, que tu dois, tu sais, des petits bouts par-ci sur Twitter, sur tes articles. Et un jour, tu vois, ça se met en place dans ta tête. Et là, tu te dis, OK, là, j'ai un point de vue où j'ai une vision sur le sujet. Et tu peux écrire dessus. Et du coup, c'est hyper important d'avoir cette routine d'écriture et de constamment te nourrir et de constamment être en mode je prends tout ce qui vient, quoi. Et du coup, venons-en à ton Alors, pas sujet tout ce qui favori. vient, faut être sélectif. De Moi, quoi? je suis très, très sélectif. Enfin, pas tout ce qui vient non plus. Oui, Mm. effectivement, tu fais bien de mentionner. Du coup, ça fait une transition vers l'autre sujet qu'on aime beaucoup qui est Twitter. Est-ce que tu peux me parler Oui. un peu du rôle que ça a Twitter dans ce que tu écris, dans tes inspirations? Alors, Twitter, ben, déjà, ça fait depuis 2014 que je suis dessus. J'ai jamais eu de grosses ambitions sur Twitter, d'être followé par des gens ou quoi que ce soit. Non, j'ai toujours trouvé ça juste cool, en fait, voilà, de suivre du monde, découvrir du nouveau contenu. En fait, voilà, on en revient à ce concept de Pansine, dont j'avais développé quand j'avais introduit ma nouvelle newsletter payante. C'est-à-dire que c'est quelque chose. En fait, je fais deux choses sur Twitter. Il y a une chose, c'est de suivre des gens et de liker des tweets, où là, effectivement, c'est un peu une logique de bookmark. Et Ouais. l'autre chose, c'est de tweeter ou retweeter des contenus qui sont pour moi exceptionnels. Et alors, on est encore dans une logique de bookmark, mais il y a un petit peu de partage, curation. Ouais, ouais. Et parfois, en fait, ça peut vraiment déboucher sur des interactions qui sont vraiment cool. Et, euh, et effectivement, moi, je trouve que sur Twitter, c'est le monde où tout est possible, en fait. En vrai, tu peux, ça m'est déjà arrivé que des personnes, je sais pas, comme un Naval Ravikant, bah, viennent répondre à un de mes tweets, quoi. C'est possible et ça arrive tous les jours à plein de gens. Il suffit juste de créer voilà, de dire des trucs pas trop cons. Moi, j'aime beaucoup le côté give credit, le fait de citer la personne, par exemple, le journaliste qui a écrit un article. Ouais. Moi, j'aime bien ressortir l'individu plutôt que l'entreprise. Dans le sens où je pense que pendant longtemps, et encore aujourd'hui, euh, les entreprises ont été un petit peu une sorte de château fort dans lequel il y a des gens, mais bon, voilà, oh, ça c'est un projet par Google, oh, ça c'est Ouais. un projet par Palantir, oh, ça c'est un projet par Basecamp. Mais aujourd'hui, je trouve que, et c'est ça qui fait que le freelancing ou la passion économie se mettent à décoller, c'est qu'aujourd'hui, ben, c'est l'inverse. C'est-à-dire que on a démoli les murs et les gens ont envie en fait de ressortir eux-mêmes. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire que, ben, je sais pas, il y a des personnes qui sont vraiment fantastiques dans chaque boîte. Et ces personnes méritent d'être suivies, elles, et Mm. non la boîte en question. Et du coup, Twitter, ça me permet vraiment ça. Ça me permet vraiment d'avoir une connaissance pointue et quadrillée de tous les contenus, toutes les pensées qui viennent à moi d'une façon ou d'une autre sur Internet. Et ça, je trouve que c'est trop fort, en fait. Enfin, c'est vraiment... parce que je trouve que le contenu sur Internet, on a tendance à vite l'oublier. Si on n'archive rien, on l'oublie. Ouais. Et là, c'est marrant ce que tu disais sur le choix des concepts dans Black Swan Collection. Dans la dernière édition, je parle d'une culture d'entreprise qui est de celle de faire des paris sur l'avenir dans l'entreprise Twitch. Ouais, je suis Twitch. C'est un article de 2017 que j'avais trouvé chez Comet. Mm. Et je m'étais toujours dit, ce truc est incroyable. Et c'est pas parce que c'est de 2017 qu'il est plus pertinent aujourd'hui. Et du Ah, coup, je c'est trouve clair. que c'est bien d'avoir un endroit où toutes ces idées, on peut les stocker. Et encore, parce que
je suis vraiment frustré par l'expérience Twitter. C'est-à-dire que, il faudrait vraiment un Google de Twitter. Et Hmm. ça, c'est la seule façon de le faire, c'est de le faire soi-même. Et c'est Ouais. un petit peu ce que je fais. Alors, je le fais sur Twitter, mais je le fais aussi sur Gmail avec les newsletters. Et c'est quelque chose parce qu'en fait, sans ça, t'as pas de patrimoine Internet. Et c'est un petit peu comme si, voilà, t'es tout nu, quoi. Ça fait 15 ans que t'es sur Internet, t'as rien appris. Et alors que si, en fait. Mais si tu sais pas retrouver l'information, bah, voilà, encore une fois, tu laisses ton destin au hasard, quoi. Ouais, non, mais c'est clair que. Et en plus, là où je trouve que Twitter est intéressant, c'est que potentiellement le flux d'infos est infini et tu peux passer ta journée à Ouais. lire des trucs. Mais Twitter te permet, en sélectionnant les gens que tu follow, de faire un tri, et un tri qui est par le haut et pas par le bas, en disant, ok, je suis que les meilleurs auteurs, que les meilleurs CEO, que les mecs les plus inspirants de chaque industrie. Et il n'y a aucun autre outil qui permet de faire ça. Et de vraiment rentrer dans la tête de ces gens-là et tu vois, limite d'être un point d'égalité avec eux. Si tu as une idée intéressante, bah, ils vont te répondre. Et comme tu l'as dit, tu as des mecs hyper chauds, hyper respectés, hyper reconnus pour ce qu'ils font, qui peuvent discuter avec toi. Et ça, c'est un pouvoir qui est dingue, je trouve. Clairement, ouais. Et il y a Substack quand même. Pour moi, Substack, c'est un peu le nouveau Twitter, dans le sens où, en termes je trouve que ce que je reproche beaucoup à Twitter, c'est encore une fois, on est sur des logiques d'algorithme qui fait que pour un contenu fantastique que tu vois aujourd'hui, t'en rates 99. En vrai, c'est ça. Moi, je suis genre 2500 personnes. Il y a des gens qui sont jamais dans mon feed et je sais pas pourquoi ils sont jamais dans mon feed. Je trouve ça vraiment rageant. Et du coup, je trouve que c'est pour ça que moi, j'accorde beaucoup d'importance à la curation humaine, qui fait que là, pour le coup, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que, par exemple, une newsletter comme Check Your Pulse de Sari Azout, qui est une VC londonienne, je crois. À chaque fois, je sais que ça va être excellent. À chaque fois. Et c'est comme, voilà, c'est comme Wait But Why. À Ouais. à chaque fois, tu sais que ça va être génial. Et en fait, la seule façon d'accéder à ça, c'est de savoir que ça existe. Et du coup, le problème, c'est que tu sais que beaucoup de choses existent avec Twitter, mais tu sais pas forcément comment elles viennent à toi. Alors que quand c'est de la curation humaine, c'est la personne qui a choisi, c'est la personne qui a eu son coup de cœur, et c'est la personne qui te le donne, en fait. Ouais. À condition que tu découvres la personne en premier, quoi. Et c'est là où Twitter est pour le coup. Ouais, Mais on va peut-être revoir la réapparition des fameux flux RSS qui ont disparu, mais qui te permettaient justement de. Alors justement, Substack et les newsletters, c'est une nouvelle forme, mais ouais, c'est intéressant. Euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te demande des conseils pour progresser en écriture? Hmm. Alors, qu'est-ce que je lui dirais? Euh, Il y a tellement de choses que je lui dirais. Honnêtement, je conseillerais déjà d'être naturel. Je pense que ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire de pas essayer de forcément imiter un style ou alors surfer sur la tendance par exemple, sur LinkedIn, ça m'énerve, tous ces gens qui font des phrases d'une ligne. Enfin, d'une ligne, et c'est des sauts de ligne à chaque fois. C'est Ouais. trop chiant. Et du coup, voilà, j'aurais tendance à dire, écrivez comme, c'est comme McDo, venez comme vous êtes. Là, c'est écrivez comme vous êtes un peu. Donc ça, ce serait mon premier. Après, je pense que je pense qu'il y a beaucoup. Moi, là où je vais être vraiment bon et impitoyable en conseil, c'est sur la forme. C'est-à-dire que je pense que il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à avoir une écriture assez minimaliste, dans le sens où j'essaye de faire en sorte que chaque mot compte. C'est-à-dire que s'il y a un mot que j'ai mis, je l'ai pas mis pour rien. Et Mm. que s'il sert à rien, ça sert à rien que je le mette. Donc moi, je pense que il faut que tu commences en fait par la plus petite unité de ton texte, c'est-à-dire le mot. Et du coup, tu es extrêmement vigilant par rapport à ça. Ouais.
et tu commences par là. Après, tu vas être vigilant sur la phrase. Donc voilà, la longueur du mot, la longueur de la phrase, la musicalité. Après, comment s'enchaînent les phrases? Est-ce que c'est bien une idée par phrase? Je suis aussi impitoyable avec la ponctuation. Genre, pas plus d'une virgule par phrase, c'est impossible. Pas plus d'une virgule. Et voilà, je pense que. Mais c'est bien, je trouve que tu fasses des cours d'écriture. Enfin, je pense qu'il y a énormément de choses à en tirer avec ce que tu fais avec Source Writing. Et parce que je pense qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui qui, qui ont une bonne volonté. Et, en fait, il y a beaucoup de gens qui écrivent correctement, mais c'est pour passer au stade supérieur que c'est plus compliqué. Ouais. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est là où tu retrouves un petit peu de la technique, de l'influence, une certaine sensibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, enfin, il y a des choses qui sont ridicules, comme le nombre de syllabes, la beauté du mot en soi, ça va être vraiment important. Et par exemple, moi, il y a un truc que ah voilà, si, un conseil que je vais donner quand même, c'est d'utiliser vraiment des mots qui parlent. C'est-à-dire vraiment bien choisir ces mots. Et Ouais. pas utiliser les mêmes mots que tout le monde. C'est-à-dire, parlez pas de disruption, parlez pas de changement de paradigme. Bon, je l'ai déjà mis, mais bon. Mais enfin, je pense que voilà, les buzzwords, il faut faire vraiment attention à ça. Ouais. Parce Mm. que généralement, plus on en met, moins on s'y connaît sur le sujet. C'est Ouais. franchement, il y a un radar à bullshit qui est très facile, c'est de compter le nombre de buzzwords dans un mot, dans Ouais. un, Dans une dans un phrase. texte. Ouais. Et effectivement, moins il y en a, ben, plus ce sera humain, en fait, plus ce sera logique. Ouais. Donc voilà, Mais je c'est pense clair que que voilà, mon meilleur conseil, ce serait ça, vraiment bien choisir ses mots. mais quand tu démarres en écriture et quand tu écris pour la première fois, surtout de la non-fiction, tu te dis que ton objectif, c'est de paraître le plus intelligent possible et le plus smart. Tu as envie qu'on se dise: «Ah putain, il connaît plein de mots, il connaît plein de Mmh, trucs, il a l'air, trop bien». Alors qu'en fait, c'est justement l'inverse et et arriver à exprimer des idées complexes avec des mots simples, c'est le meilleur signe que tu comprends profondément ce que tu racontes, quoi et c'est le meilleur signe que tu essaies pas d'arnaquer des gens, quoi et et là-dessus, moi, j'ai eu la chance, d'avoir une très, très bonne école. Ça m'a appris à être hyper pédagogue dans tout ce que dans toutes mes phrases, dans tout ce que j'écrivais parce que, ça va être, enfin, parce que quand tu t'adresses à des gens qui débutent ou qui démarrent ou qui apprennent un domaine, ça te force justement à si tu sens que tu es pas clair sur un terme ou sur un conseil que tu veux donner, tu vas utiliser des mots compliqués et en fait, la personne va pas comprendre et mmh, ça témoigne que tu as pas compris et que profondément, mmh. tu sais pas ce que tu racontes. Donc ouais, c'est hyper important et effectivement dans les bootcamps que je donne, ce truc de simplicité, de pas chercher la complexité, de toujours, être, est-ce que c'est la manière la plus simple, la plus directe de dire ce que tu veux dire? C'est des conseils que je donne, tout le temps, quoi. Une dernière question pour toi parce que ça fait déjà une petite heure qu'on discute. Hem, est-ce que tu peux, nous recommander un ou 2 auteurs et un ou 2 bouquins qui sont vraiment, marqués? Alors, bon, en non-fiction, je vais pas en avoir beaucoup. Non, mais fiction, vas-y, Heu, hein. mais du coup, Tu vois, je vais quand même en dire un. Alex parlait de Asimov, Tolkien, tu peux y aller, hein. Ouais, alors en non-fiction, je vais en dire un. Bah, tiens, il est juste là. C'est celui-ci, The Ouais, Subtle Art of Not Giving a Fuck, qui est Marc-moi. vraiment très, très bien et je sais que tu l'as, il me semble. Ouais et tu avais lu D'accord? son Non, tu l'as lu? deuxième. Tu as lu son nouveau aussi ou pas? Ouais. J non, en vrai, je l'ai fini il y a pas si longtemps que ça, celui-là. OK. Donc mais je trouve que c'est vraiment un livre qui on me l'avait recommandé, on m'avait dit: «Ce bouquin a changé ma vie» et honnêtement, après l'avoir lu, j'ai compris pourquoi. Parce que c'est vraiment un livre sur, malgré son provoque, c'est vraiment un livre sur l'humilité, sur le fait Mmh. de, bah, voilà, de voir sa vie sous un prisme plus bienveillant, plus, comment dire? C'est difficile de pas sortir des phrases clichés, en fait, en parlant de livres de développement personnel. Les persos, Mais ouais. c'est voilà, il y a des conseils ouais, il y a des conseils qui sont très contre-intuitifs et qui pourtant sont vraiment excellents.
Notamment, il y en a un qui m'a marqué, c'est le Choose Your Pain. Le fait, voilà, de vraiment choisir, plutôt que de choisir ce qui nous rend heureux, de Ouais, choisir ce pourquoi on a envie de souffrir. Ça, je ouais. trouve que c'est vraiment bien. C'est une idée qui est hyper intéressante. Et sinon, je suis désolé, j'étais un petit peu en décalé, donc j'espère que je t'ai pas coupé. Non, vas-y, continue. Excuse-moi. Et sinon, en fiction, du coup, euh, moi, il y en a un que j'aime beaucoup. Il y en a un que j'aime beaucoup en fiction. C'est l'Orange Mécanique qui est là aussi d'ailleurs, d'Anthony Ok, Burgess. Et je l'ai pas lu. celui-ci, du coup, le film est très connu Mhm. par Kubrick. Mais le livre est vraiment. En fait, l'auteur, vraiment, on parlait de Tolkien qui crée une langue, lui aussi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est écrit, c'est un mélange d'argot, de cockney, de russe et d'anglais. Ok, Et alors, en français, parce que sinon, c'est genre impossible. Et je trouve que voilà, on parlait du choix des mots. Je pense qu'il y a pas de livre plus évocateur dans le choix des mots quand c'est un auteur qui crée une nouvelle langue en mélangeant des mots d'autres langues. Et ça, du coup, je trouve que la lecture est vraiment géniale. Après, il y a un sens de l'esthétique qui est vraiment très bon. Après, bon, l'histoire, on la connaît. C'est, on est, enfin, on a beaucoup vu le film. Mais, mais vraiment, ouais, voilà, moi, je trouve que c'est ma grosse recommandation en fiction. Et je vais en donner un dernier qui m'a été recommandé par un ami il y a quelques années et qui est vraiment génial. C'est Lonesome Dove, qui est en fait l'histoire d'anciens Texas Rangers qui vont dans le Montana parce que c'est des terres vierges à l'époque. C'est après la guerre de sécession. Et du coup, ça raconte toute leur aventure en cours de chemin, leurs déboires aussi, avec des personnages qui sont hauts en couleur. Et lui, c'est pareil, à chaque fois que je l'ai recommandé, ça a fait mouche. Donc, c'est vraiment une lecture qui fait vraiment du bien, dans laquelle on peut vraiment s'évader et où on rigole bien aussi. Et ça, c'est ok, important. trop cool. Je mettrai tous les liens dans les descriptions, etc. Donc on pourra aller voir tout ça. Merci Parfait. Benjamin, c'était hyper intéressant, c'était super cool. Merci à toi. Et puis à très bientôt. Ciao.